Bienvenue dans Kune, c'est la critique Eneotail, et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait toujours plaisir, et nous vous enjoignons à encore plus partager le podcast autour de vous pour qu'il prenne davantage d'ampleur. Sur ces mots Néo, salut. Salut. Comment ça va? Ah bah ça va très mal. Ça va très mal, Kourou, parce que j'ai appris que dans Just Cause, il y avait pas Bon, je vais te laisser le faire. Alors vas-y, pose la question. Et toi, comment ça va, Kourou? Eh ben moi ça va mal, Néo ça va très mal. J'ai appris que dans Deus Ex, il n'y a pas de sexe. Ça, c'est pas mieux. C'est... Non, mais par contre, il y en a dans Cyberpunk 2077. Et comme Deus Ex, c'est Cyberpunk, ils ont vraiment tous décidé de me faire chier aujourd'hui. T'as qu'à appeler Julien Chies, ça ira mieux. Ah, c'est vrai que c'est la marque des grands jeux. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on enchaînera avec notre sélection à la lettre, seconde et ultime partie, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole, Néo. À quoi joues-tu en ce moment, à moins que tu ne veuilles que ce soit moi qui commence? Franchement, je veux bien que ce soit toi qui commence. Mon jeu du moment, plus ou moins, c'est Xenogears. Alors, qu'est-ce que c'est que Xenogears? C'est un jeu dont j'ai énormément entendu parler, qui va croiser plutôt philosophie et religion, et qui va le faire d'une manière assez réussie, surtout que c'est un jeu PS1, et donc que c'est encore à une époque où le jeu vidéo était très jeune. Il est toujours très jeune, mais il y a quand même une évolution qui s'est faite depuis, et les RPG de cette époque ont souvent acquis des thèmes assez matures et intéressants dans le genre. Donc, je vais faire la comparaison avec Valkyrie Profile parce que c'est un des jeux que je faisais, enfin je fais les deux en parallèle. Donc c'est peut-être moins impressionnant visuellement que Valkyrie Profile, mais ça reste très beau pour de la PS1. Les cinématiques sont nombreuses et sont très jolies. Le scénario a l'air complètement ouf. J'ai pas assez avancé pour en dire vraiment trop, mais c'est à cheval entre philo et religion comme je disais. Les persos sont assez classe. Il y en a même un au début qui s'appelle Timothée et voilà donc meilleur personnage évidemment. C'est mon prénom, au cas où. Et encore une fois, les musiques sont exceptionnelles et elles sont composées par Yasunori Mitsuda. Connais-tu Yasunori Mitsuda, Néo? J'ai l'impression de reconnaître un pattern, donc je vais dire non, c'est qui? Eh bien, c'est le compositeur de Chrono Trigger, des autres Xenoblade, Oh là là. de Shadow Hearts, Oui, quand même. de Edge of Eternity, donc ça c'est quand même super cool. Et il a fait un single pour Mega Man Legends 2. Oh. Voilà, donc c'est... Compositeur de rêve. Compositeur de rêve, exactement. Non, mais il est assez reconnu dans le milieu, et je n'ai fait qu'une sélection de ce qu'il a fait. Son CV est bien plus large que ça. Alors voilà, donc Xenogears, super sympa, super chouette. Tous les super que tu veux, en fait, et encore, j'ai même pas vraiment commencé le jeu, mais pour l'instant, j'aime énormément, parce que les personnages sont attachants, notamment. Maintenant, j'attends que ça décolle et que ça m'en mette plein les yeux, quoi. Et donc à toi, Néo, à quoi joues-tu en ce moment? Alors, en ce moment, qui n'est plus trop en ce moment, mais on va dire en ce moment, je joue à Beat Hazard 2. Donc Beat Hazard 2, c'est un aboutissement de la formule du premier opus, c'est-à-dire que c'est un jeu musical qui s'adapte en fonction de ce qu'il y a sur votre ordinateur. Donc vous téléchargez des musiques, vous les lancez dessus. C'est bien plus rapide d'accès que dans le premier d'ailleurs. Et vous incarnez une espèce de vaisseau spatial qui va devoir survivre, en gros, tirer sur tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a différents modes de difficulté et selon la musique, selon le moment où en est la musique, s'il y a un drop ou au contraire si c'est tout calme, le jeu ira plus ou moins vite, vos tirs seront plus ou moins puissants, etc. C'est un jeu un peu trop facile quand même, genre faut bien attendre le mode d'apocalypse qu'il faut débloquer avec donc des points qu'on a en jeu pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de défi. Bon par contre après tu passes en Zen plus, là tu meurs. Mais c'est en faisant ce jeu, surtout ce dont je voulais te parler, Kourou, que je me suis dit que en fait, Audio Surf, c'est vraiment pas ouf. Oh. Attention, je vais m'expliquer. En fait, le problème d'Audio Surf par rapport à Beat Hazard, c'est qu'il mise tout sur la musique que tu écoutes. Vraiment, tout le niveau est construit là-dessus. Le problème, c'est que quand tu te mets à écouter des musiques qui sont particulières, je sais pas trop comment décrire. Enfin, selon les niveaux, ça peut mal passer et même ça manque de challenge. Enfin, j'ai fait le 2, j'ai fait tous les modes possibles imaginables. Ouais, je me suis emmerdé.
T'as joué au 1 en super dur? Bah, j'ai fait que le 2. Franchement, j'ai joué qu'au 2. Ah ouais, non, parce que ouais, le 2 il m'intéresse pas trop. Non, c'est vraiment le 1, moi, qui me stimule Ok, à fond, ok. quoi. Mais voilà, justement, par rapport à ça, Beat Hazard 2 ne mise pas tout sur la musique. Tu peux t'éclater quoi que t'écoutes. Et c'est là que je trouve qu'il est meilleur qu'un AudioSurf 2. 2. Mais même sur le principe. Parce que genre, même AudioSurf 1, genre j'ai peur que je m'ennuie si jamais je vais écouter, je sais pas, une OST calme ou un truc comme ça. Non, ça va, c'est assez... Enfin, en fait, t'as une espèce d'adaptation qui fait que bah, le spectre, parce que c'est le... Non, pas le spectre, mais c'est le... Bah si, c'est un spectre audio. Et ben, c'est adapté, en fait, de manière à ce que si c'est quelque chose de plus calme, la sensibilité sera plus appuyée. Donc, en fait, quoi que t'écoutes, ce sera quand même dynamique, et il y aura de quoi faire, quoi. Ok, ok. Ouais, parce que là, pour trouver du défi, j'ai dû aller sur le workshop quand même. Bon, franchement, le 2, pas ouf. Ouais, le 2 il m'a pas non plus. Enfin, j'y ai joué 2 3 heures, hein, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable, quoi. Il m'a pas donné envie d'y revenir, en tout cas. Bah, je retenterai le 1, je pense. Mais pour l'instant, Beat Hazard l'emporte sur AudioSurf. Ouais, franchement, le 1, tu t'emmerdes au début. Parce que, bah, comme un peu tous les jeux de musique, j'ai envie de dire, parce que c'est le temps de te mettre au jeu, mais en même temps, bah, c'est frustrant parce que tu peux pas jouer dans des difficultés supérieures parce que t'es trop nul, mais bah, t'as envie parce que c'est pas non plus très amusant de jouer dans des difficultés faciles ou normales. Mais alors, une fois que t'es dans les difficultés supérieures, c'est trop bien d'essayer de faire, enfin, les perfects et tout, quand y arrives, c'est une satisfaction, ça fait trop plaisir, quoi. Enfin, voilà. Et ben voilà pour mon jeu. Alors, les jeux du moment, c'est bien, mais les jeux joués avant, c'est mieux, notamment parce qu'ils nous ont construits tels que vous nous connaissez, plus ou moins du coup, hein. Bienvenue dans la rubrique Jeux à la lettre, 13 jeux chacun dans l'épisode précédent, 13 jeux chacun dans celui-ci, pour un total de 52 jeux, plus les mentions honorables. C'est parti. Et du coup, est-ce que cette fois c'est moi qui commence? Ouais, je te laisse commencer. Eh ben, c'est parti. Donc, on en était arrêté au N. Donc, N, qu'est-ce que j'ai choisi? Tout simplement, Nier Gestalt. Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre. Alors pourquoi Nier Gestalt? Parce que les musiques, déjà, parce que le scénario, parce que la mise en scène... Ouais, si, la mise en scène des combats quand même. Les boss, tout ça, les multiples tons qu'adopte le jeu, que ce soit dans son scénario en lui-même ou dans son gameplay, en changeant par exemple les axes de caméra. C'est un changement de ton. Je trouve les personnages juste extraordinaires. Ils sont d'une richesse assez ouf. Et surtout, bah, les thèmes abordés, moi, ça me touche. Mais vraiment beaucoup. Et alors, pourquoi Gestalt et pas réplicante? Bah, j'ai commencé avec Gestalt. Et du coup, je suis plus attaché à Papa Nier qu'à Frère Nier. Ce qui fait que bah, j'ai un attachement plus particulier à la relation père-fille, alors que j'ai pas d'enfant, hein, jusqu'à nouvel ordre. Ouais, je me reconnais plus dans Papanir, étrangement. C'est mais pas forcément juste, je sais pas, parce que dans sa manière de réagir, dans son... Et surtout, bah non, je peux pas dire, parce que après il y a des gens qui vont crier au spoil. Bon, en tout cas, pour les gens qui savent, parce que la run B, et parce que les multiples fins que ça engendre, tout ça, voilà. Donc je trouve le scénario en lui-même extraordinaire, mais c'est surtout les thématiques que je retiendrai de ce Nier Gestalt. Parce que c'est juste excellent, Nier. Vraiment, faites Nier, ne vous fiez pas au graphisme, vraiment. Enfin, de toute façon, se fier au graphisme, c'est vraiment la pire idée du monde, hein. Arrêtez de faire ça. Allez, allez-y, franchement. Vous risquez pas de le regretter, je pense, si tant est que vous soyez légèrement averti sur ce à quoi vous allez jouer. Enfin, quant à ce à quoi vous allez jouer. C'est une petite précaution à prendre, je pense, mais sinon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et toi, Néo, quel est ton jeu en N? Mon jeu en N, du coup, c'est Nemesis Perspective. Alors, Nemesis Perspective, c'est un jeu gratuit en multijoueur local et en VR. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un casque, avec les manettes et tout, et d'une manette traditionnelle Xbox, par exemple. Le truc, c'est que t'as deux joueurs dans la même pièce, un qui va jouer à la manette un espèce de... Ouais, un héros donc qui se déplace, qui peut sauter dans une arène, etc., qui va frapper le gros monstre qui est incarné par le joueur qui a le casque VR, etc. Et c'est tellement genre le jeu parfait pour faire découvrir la VR à un pote, parce que tu sois manette ou pas, tu t'éclates. Forcément, t'as celui qui joue le monstre qui va faire du RP débile en mode non, arrête, ou le gros méchant qui fait n'importe quoi. Pendant ce temps, le joueur manette, lui, va voir ça sur l'écran, ça va le faire marrer. C'est vraiment très drôle comme jeu. Bon, par contre, il a un souci, c'est que le joueur manette est clairement OP. Tu peux vraiment être genre une mouche, enfin, comme une mouche, et détruire ton adversaire en 3 coups. C'est assez dommage, mais sinon pour
le fun que ça procure ce jeu, c'est trop bien. Si un jour tu viens et qu'on veut se faire une VR, bonjour à Beat Saber, mais peut-être qu'on jouera à Nemesis Perspective. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est One Finger Death Punch. Alors, qu'est-ce que c'est One Finger Death Punch? C'est un jeu qui se joue avec 2 boutons, dans lequel vous incarnez un stickman au milieu de l'écran. Il y a des ennemis qui arrivent, et quand ils arrivent dans une zone précise, vous appuyez sur gauche ou droite pour leur donner des coups. En termes de retour visuel, c'est extraordinaire. En termes de gameplay, c'est tout con, hein, c'est vraiment 2 touches, comme je le disais. Mais pourtant, ça marche si bien parce que, justement, les retours visuels, comme je le disais, et les retours sensibles en général, sont extrêmement soignés. En plus de ça, il y a plusieurs modes de difficulté, enfin il y a plusieurs modes de jeu. La difficulté, elle, va en croissant si vous êtes trop fort et en régressant si vous êtes trop mauvais. Enfin trop mauvais si en tout cas vous n'arrivez pas à tenir le rythme. Ouais, il y a vraiment des centaines et des centaines de niveaux. C'est toujours la même chose, mais c'est toujours satisfaisant. Il y a toujours des petites variations en fait ici et là. Notamment celle que je retiendrai toujours, c'est celle avec le sabre laser. Ça change rien. Mais c'est juste trop classe en fait, notamment pour les chorégraphies des personnages qui font des coups qui donnent des coups et les autres s'envolent et tout et ça tombe. T'as aussi des objets qui peuvent t'arriver dessus. Et alors, par exemple, une balle dans laquelle tu tapes, elle te revient dessus, tu la retapes, elle te revient dessus, tu la retapes. Et comme ça, ce genre de truc pour faire des combos complètement ouf. C'est un peu un jeu de rythme en fait, hein. C'est un jeu de rythme mais sans musique. Enfin, sans musique calée sur le jeu. Donc, ouais, One Finger Death Punch, vraiment le concept est tout bête. Ça pourrait être un jeu mobile, et d'ailleurs c'est un jeu mobile si je dis pas de bêtises. Et pourtant, un de mes jeux préférés sur PC, enfin un de mes jeux dans le genre en tout cas préférés, parce que c'est trop bien foutu quoi, voilà, c'est génial, One Finger Death Punch. Et du coup, mon jeu en haut à moi, c'est Horde, O-R-D, avec un point. C'est un jeu narratif textuel très minimaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir à peine 3 mots qui vont s'afficher sur l'écran. Genre par exemple, je sais pas, soif, rivière, et on peut choisir de boire ou pas. Un truc comme ça, hein, c'est un exemple. Et tout le jeu va se dérouler comme ça, de façon très minimaliste. Alors ça va compter sur plein de runs poubelles qui vont faire que tu vas mourir pour des trucs assez débiles. Enfin, ces runs poubelles vont participer à créer un univers qu'on va apprendre à connaître en perdant. Il y a étrangement énormément d'informations qu'on a grâce à 3 mots sur l'écran. C'est vraiment très bien foutu. Il y a un workshop, mais malheureusement, il est très vide. Mais il y a quand même, il me semble, 5-6 univers, donc 5-6 histoires à réussir dans leur monde respectif. Et c'est vraiment trop bien, Horde. Voilà, jouer à Horde. Encore une fois, je connaissais pas du tout. Bah franchement, tu peux y aller, c'est une curiosité. C'est génial. Ok. Est-ce que tu veux dire que c'est un ovni? Oui. Alors P, qu'est-ce que j'ai choisi en P? Bon là par contre ça peut être simple à deviner. Persona 2 Innocent Sin. Persona 2 Innocent Sin. Alors pourquoi Innocent Sin et pas Eternal Punishment? Parce que Persona 2 est un diptyque, tout simplement parce que je n'ai pas encore fait Eternal Punishment. Pourquoi Innocent Sin quand même, hein, malgré tout? Pourquoi ce jeu-là et pas un autre dans la saga des Persona? Parce que le 1, bon faut pas déconner, hein, je l'ai fait une fois, ça va. Hein. Le 3 je l'ai pas fini, le 4 je l'ai pas fait, le 5 je l'ai pas fini. Donc vraiment il y en a qu'un seul que j'ai véritablement fini et c'est celui-là. Et surtout, c'est certainement mon préféré, je pense. Parce que les personnages sont extraordinaires, c'est une constante. Joker est magique, rien à voir avec le Joker de Persona 5, hein, mais juste le Joker qui est le grand méchant du coup de ce Persona est incroyable, et surtout le concept de rumeur, qui intègre d'ailleurs le gameplay, hein, qui fait que lorsque quelqu'un propage une rumeur, cette rumeur devient vraie. C'est à la base de toute l'histoire, et c'est mais tellement bien trouvé et tellement bien exploité que c'est génial. Pour te donner une idée, t'as un moment où il y a une rumeur qui court comme quoi Hitler n'est pas mort. Et devine quoi? Oh, oui, mais je l'ai vu le screen en plus. Voilà. Donc, Oui. t'as littéralement un combat de boss où c'est Adolf Hitler. Et c'est trop bien. Vraiment, t'as plein d'idées comme ça, notamment dans le gameplay par exemple, où tu peux propager la rumeur comme quoi dans telle boutique ils vendent des armes cachées qui ont une puissance de feu assez élevée, mais qui ont une défense, par exemple ils ont des équipements qui te défendent mal. Voilà, bah tu peux propager cette rumeur là, et comme ça quand tu iras dans le magasin en question, ils vendront effectivement ce genre d'équipement, avec les forces et les faiblesses. C'est trop bien, c'est vraiment, j'adore ce concept, et c'est sans parler du scénario et de la fin et tout, enfin tout marche trop bien en fait dans Persona 2 et Innocent Sin. Il me tarde de faire Eternal Punishment, j'attends juste d'être dans les meilleures conditions possibles pour le faire, mais vraiment,
quel jeu, foncé, encore une fois, il a quelques défauts quand même, enfin quelques gros défauts, hein, notamment les combats assez longs et répétitifs, et la collecte des monstres qui est au secours, mais sinon, ouais non, c'est quel jeu Persona 2, c'est un de mes jeux préférés, clairement, c'est waouh, voilà. Et toi Néo? Alors, j'aurais pu parler de Portal Reloaded, qui est un excellent mode de Portal 2 qui fait très mal à la tête. C'est bien avec le voyage dans le temps là? Ouais, c'est celui-là. Mais j'ai décidé de parler d'un jeu que j'ai tout juste commencé, dont j'aurais pu parler à la première rubrique, mais j'avais vraiment envie de parler de Audiosurf parce que faut que ça sorte. Mais du coup, je vais parler de Psychonauts 2. Psychonauts 2, c'est un platformer sorti le 25 août dernier, donc hier, à l'heure où on enregistre. Et sur la petite heure et demie, 2 heures que j'ai faite, j'ai vraiment adoré. Alors que Psychonauts 1, j'ai du mal avec. J'ai beaucoup de mal avec. Si j'aime autant Psychonauts 2, je pense que c'est grâce à sa mise en scène. Dès le début, il y a ce niveau où t'as la gravité qui va régulièrement changer. Donc t'es dans une espèce de bureau, les espèces de bureaux clichés d'entreprise. Et du coup, tu utilises je sais pas comment on dit, pas des murs. Tu vois ce qui sépare des bureaux entre eux là? Bah tu les utilises comme wall jump, des trucs comme ça. Et c'est tellement, les niveaux se réinventent tellement toutes les 2 minutes. Genre visuellement c'est juste fou. Franchement, niveau gameplay c'est assez basique. Pour l'instant il y a rien qui révolutionne quoi que ce soit. Mais ouais, rien que pour la tronche qu'a le jeu. Même l'OST que j'aime beaucoup. Pour tout ça, cette mise en scène, j'adore Psychonauts 2 pour l'instant. Alors Q. Donc Q, et qu'est-ce que j'ai choisi? Bon, c'est plutôt facile, hein. Quantum Break. Alors c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait c'est pas évident. Il y a plein de gens qui ont pas aimé Quantum Break, il y a plein de gens qui l'ont aimé, et il y a plein de gens qui pensent que... Enfin plein de gens, parmi ceux qui me connaissent, qui se disent que, oh là, lui Remedy est moyen, hein, parce que déjà Alan Wake, bon bif bof. Sauf qu'en fait j'ai adoré Alan Wake, ensuite j'ai fait Quantum Break, et j'ai pas fini Quantum Break, mais j'adore Quantum Break. Bon, alors autant le côté série, assez peu pour moi, je vous avouerai, c'est pas tip top, hein, c'est assez chiant, et puis bon, niveau prod, on sent que c'est le minimum syndical, quoi. Mais par contre, moi j'aime beaucoup les histoires à twist. Pas pour les twists en eux-mêmes, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Le saviez-vous, je suis un peu contre les spoilers. Enfin, contre la notion, le concept des spoilers. Donc, enfin, qu'on me raconte la fin de Sixième Sens, ou de Signe, enfin, je vais arrêter de dire les films de M. Night Shyamalan, mais n'importe quel film avec un twist à la fin. Je m'en fous, voilà. Tout ça pour dire ça. Donc, c'est pas pour ça que j'aime Quantum Break, même si j'aime bien les histoires alambiquées, justement parce que ça permet de se faufiler comme ça un peu dans les... Bah, de revenir sur l'histoire et de comprendre ce qui a été créé en amont pour en venir à la conclusion. Et ça, ça me plaît par contre, parce que c'est signe d'une histoire réfléchie, et j'aime les histoires réfléchies. Non pas que je déteste les histoires pensées au fur et à mesure, hein, c'est pas ce que je dis du tout, mais c'est ce que moi j'aime, voilà. Donc, pour parler un peu de Quantum Break quand même, pourquoi j'aime le jeu? Encore une fois, le gameplay avant tout, parce que Remedy, c'est l'école du gameplay, et ça se sent encore et toujours dans chacun de leurs jeux. Donc on retrouve les poncifs habituels des jeux Remedy, c'est-à-dire les manteaux qui volent au vent, un petit peu, enfin, ou les vestes, ou les vestons, ou quoi. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, Néo, mais dans tous les jeux Remedy, que ce soit Max Payne, Control, Quantum Break, Alan Wake, ce que tu veux, à chaque fois, le personnage principal a un vêtement qui vole au vent. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Bah voilà, c'est très drôle une fois que tu l'as remarqué. Et à chaque fois, ça joue sur une espèce de super pouvoir, en tout cas un concept dans le jeu vidéo qu'on a vu que rarement, voire pas du tout. Là, ça va être le concept de manipulation du temps, et ça marche du feu de Dieu. Une fois que tu as compris qu'il fallait pas rester planqué derrière tes trucs, sinon c'est juste l'emmerdement, alors tu vas commencer à sortir de tes cachettes, et alors là, mais le système de combat se déploie, et c'est extraordinaire. C'est extrêmement... Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment jouissif comme truc. Moi, j'adore. En fait, je vais redire la même chose que j'ai dit pour Alan Wake, c'est le scénario, en fin de compte, bon, je pense pas qu'il casse trop briques à un canard. Non, sinon, enfin, le gameplay marche trop bien, quoi. Et c'est pour ça que je retiendrai le jeu. D'ailleurs, j'ai commencé Max Payne. Ah, Voilà, entre-temps. le premier? Ouais, j'ai fait 6-7 niveaux, ouais. Eh bien, alors? C'est cool, mais je m'attendais pas à ce que ce soit difficile. Ah oui, c'est vraiment dur, hein. Il y a des moments où, ouais, C'est pas aussi horrible que GTA, cela dit, hein. GTA 3. Enfin, de GTA 3, même GTA 4. Enfin, en fait, tous les GTA sauf le 5, ils sont tellement durs. Oui, je parle de GTA parce que Remedy, du coup, Rockstar, parce que Max Payne 3, du coup, voilà, hop, ça marche. Hop, c'est bon, la transition est pas faite. meilleure transition sur QB1.
Ah yes, alors. Donc, QB1 The Atlas Cube, c'est un platformer. Un platformer à la première personne, orienté puzzle, qui est extrêmement chill. Je me souviens avoir eu ce jeu comme un des premiers jeux de ma bibliothèque. Pour moi, il était trop beau, et vu qu'à l'époque j'avais un Mac, un jeu un peu beau sur Mac, ça se rate pas. Et je me souviens d'avoir passé... J'ai jamais fini le jeu. J'ai jamais fini, j'ai toujours fait genre un ou deux mondes, non pas que c'était forcément compliqué ou quoi, c'est juste que au bout d'un moment on s'en lasse parce que le jeu est assez lent. Les puzzles, bon, c'est pas le plus captivant, ça consiste généralement à faut avoir assez de cubes au bon endroit pour pouvoir escalader des endroits un peu chauds. Donc c'est pas le plus captivant, mais j'ai quand même des très bons souvenirs par rapport à son ambiance. Il faudrait que j'y rejoue parce que ça fait des années que j'y ai pas touché. Je voulais le faire en VR parce qu'en support VR, mais il est que sur Oculus. J'ai tout essayé, mais j'arrive pas à le faire. Petite curiosité, je vous le conseille pas forcément, mais voilà, je tenais à en parler quand même. Eh bien, enchaînons tout de suite sur le R. Et dans les R, qu'ai-je choisi? Eh bien, rien de plus ni de moins qu'un jeu. Bah, encore une fois, je suis assez surpris de le trouver dans cette liste parce que c'est pas quelque chose que j'aurais mis naturellement, je pense. Mais pourtant, il s'avère que si, pour les bons moments passés dedans, pour le multi, pour le solo, pour tout ça, j'ai choisi Red Dead Redemption 2. Oh, ah d'accord. Ouais, voilà, c'est ne serait-ce que pour les balades, le RP en fait, tout simplement. C'est juste le RP, voilà, ce sera le maître mot de mon résumé sur le jeu. Le RP est formidable. Il y a plein de moments où ça cafouille, où c'est pas ouf, où les fusillades sont nulles. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans Red Dead Redemption 2. Ne serait-ce que le souci du détail maladif, moi ça me met vraiment mal à l'aise en fait, parce que je ne perçois que le crunch derrière. Il y a que ça que j'arrive à voir. Et du coup, ça me met très très mal de voir que les reflets dans les cartilages des oreilles ou ce genre de trucs. Ça me met pas bien. Mais à côté de ça, bah ouais, non, le jeu est irréprochable sur son ambiance, sur ses personnages même. Alors, ça manque un petit peu du sarcasme des autres jeux de Rockstar, notamment le premier Red Dead et GTA évidemment. Mais et tu vois là la transition est non il y a plein de trucs qui marchent trop bien en fait et c'est là-dessus que je préfère m'attarder plutôt que sur les trucs qui ne marchent pas du tout même s'ils existent. D'autant que le multi, ça fait plusieurs soirées que je passe en compagnie de plusieurs amis, notamment Néo du coup. Euh, et c'est à chaque fois c'est super marrant. Ou alors c'est juste la détente, juste se balader à cheval, c'est un plaisir dans ce jeu. Enfin voilà. Bah j'ai pas le mode solo de Red Dead 2, j'ai que le online parce que le Game Pass. Mais j'aime pas faire des missions. Je te jure, par contre, j'adore les moments de balade. Genre quand on va faire 800 km pour aller d'un point A en point B, j'adore ça. Ouais, mais les missions, on est d'accord, c'est chiant. Hein. Oui. Les fusillades, c'est nul. C'est vraiment Ouais, les claqué. fusillades, c'est complètement pété, c'est Puis insupportable. les missions se ressemblent toutes. Donc franchement, rien à sauver de ce côté. Mm. Mais les balades, quoi. Rien que le monde ouvert. Et donc, quant à toi, quel est ton R? Alors mon R, c'est Refunct, qui est un platformer. En fait, Refunct, c'est un platformer à la première personne que j'ai découvert un peu au pif, qu'on m'a montré, qu'on m'a offert d'ailleurs. C'est un jeu qui dure la première run que tu fais, en sachant que c'est tout le temps le même jeu, hein, c'est pas un roguelike ou quoi. La première run, ça dure un quart d'heure si tu le prends à 100%. Mais Refunct, son intérêt principal, c'est que c'est le jeu idéal si tu veux découvrir le monde du speedrun. Je suis pas speedrunner du tout, du tout. Genre, j'aime bien aller vite dans certains jeux, genre lancer un Sonic 2 pour aller à fond dans Emerald Hill, ça, y a pas de souci, mais de là à faire des speedruns à tryhard, etc., non. Mais Refunct, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que déjà, le jeu est court, c'est-à-dire que là, sur mes speedruns à moi, je fais du moins de 3 minutes, donc voilà, y a pas beaucoup de trucs Ouais. à découvrir, à faire, etc. Et surtout, je pense que c'est absolument volontaire du créateur du jeu, mais les glitches sont très faciles à appréhender. Pas forcément faciles à réaliser, hein. Il y en a certains, tu vas te rater plusieurs fois avant de les réussir, et même encore, après 20 heures de jeu, j'arrive à les rater. Mais tu les appréhendes trop facilement, et du coup, c'est très satisfaisant à placer. Parce que tu casses le jeu, mais à la fois, t'as pas essayé 800 milliards de fois en même truc, t'as pas à moitié compris. Non, c'est très très bien à ce niveau-là, Refunct.
Et c'est d'ailleurs, je passe un petit coucou, je sais pas s'il écoute, ça m'étonnerait, mais à Zanter, qui a le record du monde de speedrun sur Switch du jeu. Et je lui ai fait découvrir et je suis trop fier. Trop bien. Oui. Oui, du coup, ouais, je t'avais vu, j'ai vu te faire une run sur ta chaîne. Bah, sur. Ouais, j'en mets sur ma chaîne secondaire, Ouais. ouais, c'est là. Donc, ouais, c'est un peu le speedrun 2 points, le tuto, quoi. Oui, c'est plus ou moins ça. Eh bien, enchaînons avec l'été. Alors, Alors, j'ai triché, désolé. Voilà. Attends, on est au S déjà. Oui, on en a OS, pardon. Triche après. Et donc, les S. Alors, j'aurais pu choisir Savent Ascent, évidemment. J'aurais pu choisir Silent Hill 2, mais j'ai privilégié un autre jeu d'horreur. Vois-tu de quoi je parle? Alors, un jeu d'horreur en S. Qui est aussi sur PS2. Non. Eh bien, il ne s'agit de rien de moins que Siren, aussi appelé par chez nous Forbidden Siren. Alors, qu'est-ce que c'est Siren? C'est un jeu d'horreur, waouh, dans lequel on incarne plusieurs binômes, et il va falloir s'enfuir d'un village possédé par par des esprits, par des démons, des fantômes, tout ça, des trucs pas nets, quoi. Un village typiquement japonais, je le souligne. Euh, alors, il y a 3 choses qui font que j'adore ce jeu, mais du plus profond de mon être, et que c'est probablement mon jeu d'horreur préféré si Silent Hill 2 n'existait pas. Mais c'est pas que c'est le deuxième jeu préféré, hein. C'est pas mon deuxième jeu d'horreur préféré. C'est vraiment mon jeu d'horreur préféré si Silent Hill 2 n'existait pas. Je sais pas si tu vois la nuance, mais voilà, de toute façon je l'explique dans ma critique du jeu qui va bientôt sortir. Alors, Siren, donc 3 éléments comme je le disais. Le premier c'est les visages photoréalistes, en fait ils ont calqué les visages, mais ils l'ont fait de face uniquement, ce qui fait que c'est pas du tout en relief, c'est vraiment un aplat d'un visage réaliste sur une texture. Et c'est terrifiant et à la fois c'est génial. C'est... Enfin, tu vois, L.A. Noire. L.A. Noire, ils ont reproduit les visages, mais du coup, c'est pas du tout la même méthode parce que dans L.A. Noire, ils ont fait de la mocap. Là, c'est pas de la mocap, c'est vraiment, ils ont filmé les visages et ensuite ils les ont plaqués sur une texture. C'est incroyable et c'est sublime. Du coup, moi, je trouve ça trop trop beau en fait dans son horreur. T'as vraiment un côté vallée dérangeante, mais qui est extrêmement présent du coup et ça marche trop bien. Deuxième élément, c'est 2 points de gameplay en fait que je trouve formidables. Mais vraiment, les deux se complètent parfaitement et ça marche trop bien. Le premier, c'est que tu vois en fait, t'as une technique qui te permet de voir dans les yeux de tes ennemis en fait. Quand tu vas appuyer sur une touche, je crois que c'est R1, je suis pas sûr, ou non c'est triangle. Non, c'est R1 et ensuite tu utilises les 4 touches. Non, je sais plus. Bon, tu peux voir à travers les yeux des ennemis dans lesquels tu regardes, enfin vers la direction dans laquelle tu regardes. C'est-à-dire que tu peux utiliser le joystick en fait pour orienter les directions dans lesquelles tu vas regarder. Ça va faire comme une radio en fait, donc tu vas avoir des grésillements et quand tu vas tomber sur un personnage, enfin sur une personne qui se déplace ou en tout cas qui est sur un ennemi, eh ben tu vas capter ses yeux directement. C'est terrifiant. Et ça marche trop bien parce que du coup, bah, quand tu sais que comme ça tu peux les localiser, mais tu les localises pas facilement et surtout, bah, ça te retire jamais de l'angoisse ou quoi, de la peur. Donc ça marche trop bien. Deuxième élément, du coup troisième, mais deuxième élément de gameplay. Une fois que tu as fini le jeu, en fait, le jeu recommence. Voilà, tu sais pas pourquoi. Sauf que il t'affiche d'autres objectifs. Et ces objectifs-là, en fait, c'est des objectifs secondaires. Et le premier que tu vas avoir, tu peux pas le résoudre. Ce qui fait que tu vas, genre par exemple, tu dois passer une porte, sauf que la porte elle est fermée de l'autre côté, et donc tu peux pas y accéder. Donc tu te dis bah que merde, comment tu fais? Donc bah tu cherches, tu trouves pas, et finalement bah tu finis par refaire l'objectif principal et à continuer le jeu comme si de rien n'était, en continuant la première boucle du coup. Sauf que arrivé un peu plus tard dans une des missions, on va dire 5 ou 6, tu vas te retrouver dans la même zone avec d'autres personnages, mais qui eux sont du bon côté de la porte. Et alors là, ce que tu peux faire, c'est déverrouiller la porte, et comme ça tu finis le cycle, et une fois que le premier cycle reprend, dans la mission 1, la porte est déverrouillée, et du coup tu peux y accéder. Waouh. Ok. Et donc ça, tout est à base d'énigmes comme ça, où tu vas avoir des trucs à faire parce que telle personne était là avant, mais en fait tu le joues après, et du coup, il faut que tu comprennes que c'est ça que tu dois faire pour faire ça, ou alors tu dois passer tel objet à tel personnage, mais parce que chronologiquement, eh ben, tu peux le renvoyer. Bon, c'est hyper tordu, c'est très compliqué, hein, je t'avouerai vraiment, ne serait-ce que... Enfin, les combats sont très compliqués, les affrontements, tu te fais one-shot par la plupart des ennemis, mais en plus les énigmes sont hyper dures, donc y arriver sans soluce, c'est quand même... c'est pas donné, hein, c'est pas gagné, mais quand tu fais fi de tout ça, en fait, c'est extraordinaire comme jeu. Enfin, le concept marche trop bien, et c'est
Là, encore une fois, un de mes jeux préférés, je suis désolé, c'est c'est trop génial en fait pour juste pas. Enfin, pour passer à côté quoi. Vraiment, si t'as l'occasion de le faire un jour, mais fonce, mais à fond quoi. Enfin, vraiment, waouh. Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais y a pas un mec qui a bossé sur Silent Hill qui a fait Siren? Si, c'est. Bah alors, je saurais plus te dire son nom, mais oui, oui. Et c'est d'ailleurs celui qui a bossé sur Siren et sur Silent Hill, c'est aussi. Bah, c'est le premier Silent Hill, je crois que c'est le créateur du premier Silent Hill, Ah bah d'accord. qui a bossé sur Siren. Je suis pas sûr, hein, je dis peut-être de la merde. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'équipe qui a créé Siren, c'est l'équipe qui a développé Gravity Rush. Ah, ouais, ça change. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup trop épilogué là-dessus, alors je te laisse la parole sans plus tarder. Néo, quel est ton S? Alors mon S, c'est Super Fancy Pants Adventure, qui est un platformer. Tu suis toujours pas. Ah, pardon, j'avais pas compris qu'il fallait que je parle. Bon, déjà, premier point, genre, vraiment, il y a écrit, genre, c'est une liste de trucs à dire dessus. Et le premier, c'est la nostalgie en majuscule. Parce que Fancy Pants, à la base, c'est une série de jeux Flash. Que vous Ouais. connaissez peut-être, genre, dessiné, sans que c'est dessiné à la main. C'est assez minimaliste, tu connais peut-être, d'ailleurs, c'est un mec qui est genre en short jaune, qui saute sur des araignées, voilà. Ah ouais, je vois, ouais. Avec les cheveux en bataille. Ouais, voilà. Il y a eu une suite, je crois que c'était en 2018, sur Steam, bon, qui coûte 10 €, qui est vraiment trop cher pour ce qu'il contient, hein, genre, moi je dirais 2 €, tu vois. Mais que ça fait du bien de jouer à ça. Ça fait du bien de revenir là-dessus, de dire c'est bon, lui je peux y jouer, il y a pas de problème, il est installé. Il y a du Fancy Pen sur mon ordi, il y a même du multi, il y a un espèce de simili Smash Bros. Il y a même un remake du tout premier niveau du premier jeu Flash. Il y a plein de trucs comme ça, et qu'est-ce que ça fait du bien. Par contre, bon, il y a eu un cliffhanger, j'attends encore la suite, moi, parce que... Mais voilà, rien que pour toutes ces années passées à jouer au jeu Flash, qu'est-ce que c'est bien, Super Fancy Pants Adventure. C'est toujours aussi rapide, toujours aussi fun. Tu peux speedrun les niveaux à 800 à l'heure, limite tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Et ça vaut le coup. Bah, tu vois, dans les héritiers des jeux Flash dans le genre, du coup, je suis dans Trials HD, moi, en ce moment. Ah bah oui. Qui lui aussi, du coup. Alors, c'est pas un héritier direct, c'est plus un héritier spirituel, mais c'est aussi dans le même délire. Hein. Les jeux de Trial, enfin de Trial comme ça, c'était. Ça pullulait sur internet, c'était trop bien. Ah ouais, je me rappelle, genre t'avais des crossovers, genre Spider-Man Mario. moto, ouais voilà. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu connaissais un jeu, c'était quelque chose Maniacs, Vélo Maniacs ou je sais plus quoi. Il y en avait trois, je crois. C'était aussi c'était des jeux Flash, du coup. Ah ouais, non, c'était génial. Ah, faudrait que je retrouve. Du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre. Bah là, bon courage pour les retrouver. Oui, du coup, ouais. Vu que Flash est Mais- mort. Bah, en vrai, tu peux télécharger des applications qui font lecteur Oui. de Flash. Oui, bah c'est ce que j'ai fait avec Punkomatic 2. Ok. Et ben, du coup, l'été, et non pas l'hiver, j'ai triché. Voilà, désolé. J'ai pris le T pour un... Enfin, j'ai pris un déterminant. Et du coup, ce sera The Messenger. Oh, et ben, je Qui m'attendais est- pas à ça. Qui est... Qui est Ouais, qui est un- un. Platformer, waouh. Ouais, The Messenger, parce que c'est trop bien, The Messenger. Et bah, c'est un platformer que j'adore. Voilà, je pense que c'est bien un des rares, si ce n'est le seul. À part Trials, évidemment. Non, The Messenger, c'est dans la mécanique, dans le scénario, enfin dans le délire en tout cas de l'histoire. Dans son concept, j'irai pas plus loin parce que ce serait dommage de vous divulguer ça. Euh, non, j'adore. C'est trop bien The Messenger. C'est le concept du saut de nuage, là, ça marche du feu de Dieu. Les boss sont super cool. Ils sont bien difficiles, hein, je galère moi dessus en tout cas. Les musiques sont géniales. Vraiment parmi mes musiques préférées The Messenger. Et d'ailleurs, écoutez ce que fait Rainbow Dragon Eye à part les musiques de The Messenger. Parce que c'est trop bien. Néo, fais ce que je te dis. écoute Rainbow Dragon Eye. Moi, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai joué à The Messenger, où genre, au bout de 40 minutes, t'avais affronté un gigaboss, t'étais en mode, ok, d'accord, c'est peut-être déjà fini parce que je suis trop fort. Et puis, le concept arrive. Au bout Et de là, qu- tu fais, waouh, Au bout de 4 heures, tu veux dire. d'accord. 40 minutes quand même. 40 minutes, t'atteins le deuxième boss. Hein. Attends. Non, parce que je me rappelle avoir joué genre une bonne session, mais pas 4 heures non plus. Bah, pour arriver au point culminant du jeu où tu te rends compte de ce qu'il est vraiment, tu mets bien. Ah oui, non, moi je parle pas de cette étape-là. Parce que je connaissais rien du jeu en fait, si tu veux. Et genre, t'as le jeu qui reste un peu le même pendant bien 40 minutes. Et après, t'as un shift.
Je vois pas lequel, du coup. Bah le passage aux 16 bits quoi. Eh bah oui, bah celui-là, il est au bout de 4 heures, hein. Il est pas au bout. Ah, Attends, si, si. il est pas au bout de 4 heures. Alors je vais regarder combien de temps de jeu j'ai dessus. Genre, moi, je sais que je l'ai fini en 10-15 heures, hein, le jeu. Et ça me paraît gros 4 heures. Hein. Non, non, non. Il y a vraiment, il est super long, hein. Genre, tu peux pas faire en 40 minutes la zone de départ, la forêt, les trucs avec les bambous, les grottes, le truc... Enfin, j'en oublie même, mais t'en as au moins 5, t'en as même 6 avec l'espèce d'usine... Enfin, le truc avec les lasers, là. Tu fais pas tout Ouais. ça en 40 minutes, hein. Ok, peut-être pas 40 minutes, mais pas 4 heures. Enfin non, pas 4 heures, c'est pas possible. Si, si, si. Si. Parce que je sais que je l'ai fait la première fois que j'ai joué une grosse session, mais je fais jamais des sessions de 4 heures. Genre, peut-être à la limite 2, 3 grand max. Bah, 3, mais ça me paraît peu, hein. Après, je suis peut-être mauvais, mais... Je recommencerai le jeu, écoute. Oui, moi aussi. Eh bien, à ton tour, alors le thé. Et bah tu vois, quand tu disais que c'était le seul platformer que t'aimais, moi je vais parler de Train 3, qui est un... Oui, du coup je l'ai dit. Mais du coup, Train 3, pour moi c'est clairement un jeu sous-coté. Oui. Il est grave cool, Train 3. Le passage à la 3D marche très bien. Oui. Genre, il y a un moment vers le début où t'as la voleuse qui va faire une séquence de grappin en 3D. Ouais. Ouais, Oh ouais. là Il là est là trop bien là ce là passage. là, ce moment. Bah même le passage avec Pontius qui descend enfin, en parachute, enfin en Ouais, ouais, le parapente long avec des son bouclier falaises là. là. Ouais, ouais. Ah ouais, mais la 3D, ça marche vraiment bien. Mais en vrai, le souci du jeu, c'est qu'il est vraiment trop court. Genre une run à 100%, ça te prend même pas 3 heures. Ouais, bah tu sens qu'il y a eu des problèmes de budget, hein. Ah ouais, ouais. J'ai pas fait le 4 d'ailleurs, faudra que je le fasse. Mais j'avais bien le seum que Train se soit arrêté pendant plusieurs années à cause du 3. Hmm. Parce que je trouve que il mérite beaucoup plus. Surtout que genre ils ont failli crever, pas Frostbite, comment il s'appelle. Ouais, ouais, mais ce jeu les a vraiment mis mal. Derrière ils ont développé un jeu là, c'était super hot mais en pas bien. Genre comment ça s'appelait, Shadwen? Shadwen? Attends, c'est pas un jeu d'infiltration ça? Si si, mais où le temps s'arrête quand tu te déplaces pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais fait 30 minutes de ce truc, j'ai plus jamais touché. Ouais, ouais. Genre, il était sorti en avance et tout, il était pas censé sortir à cette date-là, c'était calamiteux. Enfin. Donc, ouais, ils étaient au bord du gouffre. Je sais pas comment ils en sont sortis. Bah, ils ont fait quoi après Shadwen? Enfin, parce que je sais qu'il y a eu Train 4 l'an dernier, il me semble. Je crois qu'ils ont rien fait à part Train 4. Et Hein. bah, je sais pas comment ils ont survécu, parce qu'il y a eu un sacré temps entre les deux. Ouais, justement, c'est pour ça, je sais Ils pas. ont peut-être co-développé des jeux ou un truc comme ça. Bah ouais, où ils ont demandé une cotisation. Ok, et ben, si tu as fini, on peut passer au U. Alors, U, qu'est-ce que j'ai choisi? Nous demandons-nous tous. Eh bien, c'est très simple. J'ai choisi Omineko no Naku Colony. Oh! Alors, qu'est-ce que c'est Omineko? C'est la suite spirituelle, enfin, même enfin, je pense qu'on peut appeler ça la suite, hein, de Higurashi no Naku Colony. Donc, le sanglot des cigales. À savoir mon jeu préféré de tous les temps. Rien que ça. Je vous dis, il y a du beau monde hein, dans cette liste. Bon, alors Omineko, qu'est-ce que c'est? C'est un visual novel, et qu'est-ce que ça raconte? Beaucoup de trucs. Donc, je vais pas faire de résumé, hein, j'ai vraiment trop la flemme. Pourquoi c'est trop bien? Parce que les personnages, parce que l'intrigue, parce que... Je peux pas le dire parce que Neo n'a pas avancé, mais le tome 1 se termine sur une note incroyable. Le tome 2, il t'ajoute des éléments de narration qui sont extrêmement bien trouvés. Il y a un truc qui a un rapport avec ceux qui savent. Si je dis rouge, voilà, vous savez de quoi je parle. Cet élément de narration est particulièrement malin, je trouve, et questionne sans cesse notre confiance et envers l'auteur en fait, tout simplement. Enfin, pas juste envers le personnage que vous savez très bien à qui, mais l'auteur. Et du coup, c'est formidable, c'est trop bien trouvé, j'adore. Et j'en suis qu'au tome 2. J'ai très hâte de continuer, voilà. Mais j'attends la rentrée pour ça. Et puis, je pense que ce podcast sortira à la rentrée de toute façon. Voilà. Là, Umineko, genre, je me suis... Ce qui est trop bien quand tu lis Umineko, c'est que t'as lu Higurashi, du coup t'as déjà pris 80 heures d'Higurashi, et du coup, t'as la patte de l'auteur qui vient, genre, à un moment, attention, spoiler, il y a un meurtre. Oh là là. Oh. Et la description du meurtre,
je me suis senti comme à la maison. Je saurais pas dire genre la description qui n'est pas une description parce que tu sens que le personnage arrive pas bien à appréhender ce qui se passe. D'un côté, t'as ça, mais de l'autre, tout le délire, en fait, va aller plus loin que Higurashi. C'est-à-dire que si t'as fait Higurashi, eh ben tu seras pas déçu parce que t'auras déjà vu des mécaniques utilisées dans Higurashi. C'est-à-dire que l'auteur a conscience de ce qu'il a fait avec le sangle des cigales et qu'il va plus loin que ça, qu'il va encore aller au-dessus pour se dire non, non, je vais vous raconter une autre histoire et ça va être encore plus ouf que ce que vous avez vécu dans Higurashi. Alors, je sais pas si ça va en faire une œuvre que je préfère, parce que Higurashi, c'est arrivé dans un moment de ma vie où, qui fait que, du coup, c'est vraiment mon œuvre préférée. Je sais pas si Umineko aura le potentiel pour atteindre ce niveau-là, je veux dire. Mais alors, dans la maîtrise de sa narration et dans les codes tronqués qu'il utilise grâce aux jeux vidéo, parce que visual novel peut-être, mais jeux vidéo avant tout, ça marche trop bien. Il y a plein de trucs, je peux pas en dire trop évidemment. Non, il y a vraiment trop de bonnes idées et de rebondissements que t'attends pas du tout et qui arrivent tellement vite. En fait, tu te dis, ah ouais, en fait, telle chose, je vais le savoir à la fin du jeu. Voilà, ce sera la révélation et puis ce sera le twist. En fait, non. Le truc, il arrive à la fin du tome 1. Tu te dis, ah d'accord, et du coup, c'est quoi les vrais enjeux? Et bah, les vrais enjeux, ils vont être lancés, et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, ça prend une toute autre tournure. Mais c'est comme Higurashi, sauf que même en ayant le recul Higurashi, tu t'attends pas à ce que ça va être. Et donc, c'est trop bien. Et donc mon U à moi, c'est Unbeatable White Label qui est un jeu de rythme. Donc Unbeatable White Label, c'est une démo, plus ou moins une démo en attendant que le Unbeatable, le vrai Unbeatable soit fini. Déjà, c'est pas mal fourni. Il y a bien une quinzaine de niveaux. Chacun, je crois une dizaine ou une quinzaine. Genre chacun avec plusieurs niveaux de difficulté, donc c'est déjà pas mal pour un jeu gratuit. Et c'est un jeu qui, dans le gameplay, ressemble pas mal à Muse Dash. C'est-à-dire que t'as une touche pour le bas, une touche pour le haut, faut frapper les ennemis qui arrivent au bon moment. Sauf que il y a plus de mise en scène dans le sens combat. Genre t'as des ennemis qui vont arriver des deux côtés. Toi t'as rien à gérer, hein, c'est juste clic gauche, clic droit, quand les bindings seront bons parce que le jeu est encore en alpha il me semble. Et surtout, ce qui m'a fait retenir le jeu, c'est son style graphique et son ambiance. Il y a des musiques qui font assez Scott Pilgrim, enfin Scott Pilgrim le film, donc forcément moi ça me plaît. Et même genre le style graphique, les animations, même le chara design, j'adore ce chara design. Vraiment, c'est un jeu gratuit, foncez. Par contre, il vous faut une plutôt bonne machine parce qu'il est pas vraiment bien optimisé le jeu. Mais ouais, foncez, c'est super bien Unbeatable. Et j'ai hâte que le jeu complet sorte. Alors, V, j'aurais pu choisir Valkyria Chronicles, et j'aurais pu bien sûr choisir le grand et l'unique Voez, mais je l'ai même pas choisi, puisque j'ai choisi Virtua Fighter 2. Alors, pourquoi ce choix étrange, me diras-tu? Pourquoi ce choix étrange? Voilà, merci. Eh bien, parce que c'est sans doute vraiment premier degré, hein, mon jeu de combat enfin de détente préféré. Parce qu'il permet des combos en fait et des enchaînements de coups qui sont trop bien. Tu peux vraiment faire un coup balayé en fait en bas et t'as la personne qui saute et du coup bah, ça fait vraiment le coup, l'esquive est magnifique. T'as des trucs comme ça où tu te baisses. Enfin, je t'invite à aller voir mon best-of avec Wormfy qu'on avait fait dessus. C'est trop drôle. C'est vraiment c'est trop bien en fait comme jeu parce que ça te permet des situations juste rocambolesques, oserais-je dire. Ouais non, c'est génial. T'as pas tout le... Enfin si, il y a la technicité d'un jeu de baston plus traditionnel, mais à côté, c'est tellement accessible et amusant instantanément que ouais non, c'est mon jeu de combat de chevet, j'ai envie de dire. Donc ouais non, Virtua Fighter 2, 2.1 même, à faire si vous voulez vous amuser vraiment avec des chorégraphies de ouf. Sachant que le jeu complet est disponible avec Yakuza Kiwami 2, donc on peut y jouer à deux sur la même console depuis le menu principal. Voilà, voilà. Mon V, c'est Vectronome, qui est encore une fois un jeu de Plateforme. rythme. Non, c'est fini les jeux de plateforme, j'en ai plus. J'en ai peut-être un, mais pas sûr. Donc, Vectronome, c'est un jeu qui a été financé par Arte, déjà, je tiens à le préciser. Oui. Qui consiste en gros à... Enfin, c'est de la 3D, mais où tu te déplaces sur un plan 2D, plus ou moins. C'est pas 2.5D techniquement, mais voilà, on peut dire 2.5D. Et en gros, on doit déplacer un carré sur une espèce de grille qui va changer selon la musique. En gros, il y a des formes qui vont apparaître sur lesquelles on va pouvoir aller, des plateformes qui vont bouger en fonction de la musique, etc. Et c'est
assez difficile parce que c'est très 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 précis. Il y a des pics qui peuvent spawner et c'est très addictif aussi. Déjà parce que t'as un éditeur de niveau et donc les éditeurs de niveau forcément ça rend le truc, ça rend la jouabilité infinie. Mais en plus les musiques, oh là là les musiques. Je pense que tu devrais apprécier l'OST de ce jeu. Que c'est beaucoup d'électro, de trucs qui marchent avec des basses. Bah de toute façon, bien évidemment, c'est sur le beat que tu vas bouger, donc faut que tu les entendes les basses parce que sinon ça va être compliqué de jouer au jeu. Et bah il était encore mis à jour pendant le confinement. Je sais qu'il y a eu l'éditeur de niveau qui a été amélioré. Donc oui, il y a encore du support à ce jour. D'ailleurs, voilà, en parlant de support de jeux de musique, la mise à jour de Géométrie Dash arrive, la 2.2, ça fait 4 ans que je l'attends. Voilà, hop, c'est bon, je suis content. Alors en W, un jeu qui m'a marqué une fois de plus, encore une fois un de mes jeux préférés. Et cette fois, c'était pas un jeu de musique, c'était pas un jeu de plateforme, je sais, c'est étrange. Non, c'est The Witness. Alors, The Witness, le concept a l'air simple comme bonjour, et il l'est, mais en fait, il est toujours agrémenté de petites subtilités qui vont faire que c'est super dur ce jeu. Ouais, non, quel enfer, quel enfer. C'est J'ai vraiment. jamais réussi à le finir. Eh ben, écoute, je l'ai fini une fois, mais tu peux même pas le finir avec la Solus en fait, parce qu'ils sont malins. Enfin, il est malin, comment il s'appelle Jonathan Blow, il est malin parce que si tu regardes la Solus, eh ben, tu seras pas préparé à ce qui vient à la dernière énigme, c'est-à-dire une énigme qui se répète aléatoirement et qui est chronométrée. C'est-à-dire que tu as 2 énigmes à faire en même temps, et genre tu dois les faire en 30 secondes, je crois. Oh là Et là. si tu ne réussis pas les deux, ça recharge une autre énigme. C'est donc il y a une porte que tu peux littéralement pas passer si tu ne t'es pas entraîné sur toutes les énigmes précédentes. C'est voilà. Donc je suis très content d'avoir fini ce jeu. Non vraiment, c'est en fait une fois que tu comprends les concepts et que tu les assimiles, c'est trop bien. Il y a tellement de bonnes idées, que ce soit le chant des oiseaux ou alors la lumière du soleil. Oui, la lumière du soleil, j'ai adoré ça. Ouais, c'était trop bien. Le reflet dans l'eau, même le truc dans les arbres, c'était génial. Ou alors même le tout premier, enfin techniquement la toute première parce qu'en fait tu peux faire dans l'ordre que tu veux, mais j'allais dire même, il y en a plein qui sont trop bien. Le truc avec les arbres, avec les pommes, les labyrinthes dans le château, il y a tellement de bonnes idées. Et puis à côté de ça, t'as les énigmes dans le décor enfin c'est tellement méta en fait ce jeu. Enfin j'adore The Witness. C'est pour plein de raisons. Voilà, dont certaines que j'ai évoquées ici. Et donc moi, mon W, c'est WRC7, qui est un jeu de rallye. Bah, du coup, WRC7, c'est pour moi le jeu idéal pour commencer la série WRC. La série WRC moderne, parce que des WRC, il y en a depuis la PS2, qui était vraiment très nul, à part un, qui est vraiment pour le coup mon jeu de rallye préféré, c'est WRC3. Mais je m'égare. WRC7, donc, c'est un mélange très subtil entre arcade et simulation. Puisqu'il y a des trucs comme le terrain, selon là où vous êtes, ça va être plus glissant ou pas. Vous allez peut-être devoir même gérer les vitesses, ça dépend de comment vous voulez jouer. Mais aussi, si vous jouez en automatique, le jeu est très simple à prendre en main. Très simple mais très exigeant, parce que vous n'avez pas de replay. Et si vous allez un peu trop vite, que vous ratez ne serait-ce qu'un peu trop en virage, c'est fini. Vous pouvez respawn. Mais ça reste un jeu extrêmement fun et avec des modes de difficulté assez permissifs. C'est-à-dire que vraiment en facile, c'est difficile de se rater, voilà. Et en mode difficile, vous êtes en dieu ou vous passez pas. Mais du coup, ça fait cette expérience qui peut s'adapter à tout le monde, et ça fait que les nouveaux arrivants peuvent s'éclater dès le début. Alors, j'ai pas testé WRC 8 ni le 9, j'avais fait la démo du 10, mais elle buguait tellement que j'ai vite arrêté. Mais apparemment, le 8 rajoute des trucs qui le rendent meilleur. Je ne sais pas, mais je peux vous dire que le 7 est une valeur sûre. J'ai jamais été trop rallye. Bah, perso, j'adore, genre, j'ai un ami en particulier. J'adore lancer des jeux de rallye avec lui parce que on joue chill et du coup on peut parler en même temps, ça fait un peu fond pour discussion et tout. J'adore ça pour ça, les jeux de rallye. Mais écoute, nous pouvons passer au X. Et alors, je sais pas si on peut considérer ça comme de la triche, mais je n'ai pas choisi Xenogears, parce que je l'ai pas fini. Mais j'ai choisi 13. Alors, quel rapport avec le X? C'est 13 en chiffre romain, tout simplement. Ah oui, ok. Voilà. Alors, pourquoi 13? Parce que, alors l'original, pas le remake complètement pété qu'on a eu il y a cette année ou l'année dernière. Non, là je parle de l'original, celui sorti en 2000,
2004, 2006, je sais plus, qui est tout bonnement excellent, non seulement parce que il est magnifique visuellement, donc le cel shading est très efficace, parce que t'as des petites cases de BD quand t'arrives à faire des exécutions, genre des tirs dans la tête ou des trucs comme ça marche trop bien, parce que t'as des phases d'infiltration qui sont très efficaces, parce que t'as un grappin qui marche trop bien, parce que l'histoire suit globalement plus ou moins celle de la BD, mais pas trop non plus. Il y a plein de raisons en fait d'aimer 13. C'est un FPS assez classique, surtout aujourd'hui, mais il a son lot de variations en fait qui fait que ouais non c'est super chouette à jouer. Et j'aime beaucoup y revenir, même s'il y a vraiment des passages assez compliqués, hein. On se rend pas compte comme ça parce que ça a l'air tout gentil, mais non, il y a vraiment des moments où c'est chaud et où t'en prends plein la gueule. Mais non, sinon je recommande 13, c'est un très bon FPS, que en plus c'est un de mes premiers jeux vidéo, donc voilà, je recommande. Moi, c'est Xanadu Next, donc qui est un Neon Falcom, qui est un studio que j'ai découvert cette année et que j'adore. Voilà. CF, ma critique de Zwei Silvard Insurrection. Mais du coup, Xanadu Next s'approche plus du Diablo-like. Donc vu du dessus, vous vous déplacez au clic, sans RPG, voilà. Je pense que vous connaissez. C'est un jeu quand même assez difficile. Enfin, difficile oui et non, parce que dans un Diablo-like, la difficulté c'est juste du temps de farm. Pas vraiment compliqué, mais c'est surtout que les ennemis font pas si mal, mais on n'a pas tant de vie non plus. Et la seule façon de se régénérer, c'est ou d'acheter des potions qui, bon, franchement au début, c'est compliqué, t'as pas forcément la thune. Ou alors d'aller à des statuettes de sauvegarde qui sont assez éloignées les unes des autres, donc assez compliqué encore une fois. Mais ce qui fait que j'ai retenu Xanadu Next plus qu'un autre Diablo-like, plus que Minecraft Dungeons surtout parce que j'y joue en parallèle et Minecraft Dungeons, oh là 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 là, rompiche, c'est la façon de battre les ennemis. En gros, les ennemis ont une espèce de rond, de cercle vert autour d'eux, enfin un anneau plus qu'autre chose, un anneau vert qui est vraiment genre vert flashy face à eux et presque invisible derrière eux. Et en fait, ça correspond à leur zone de faiblesse. C'est-à-dire qu'il va falloir les laisser vous attaquer, s'approcher d'eux pour qu'ils fassent une attaque en avant, et passer derrière eux pour ensuite leur mettre un coup fatal. C'est tout simple, mais j'adore ça. C'est très efficace comme système de combat. Ok. Ajouter à ça, après, tous les sorts. Les sorts qui sont assez secondaires, n'empêche, l'air de rien. On va pas plus les utiliser que ça, comparé en Diablo 3 où tu utilises ça sinon tu crèves. Voilà, ça fait un Diablo-like quand même assez vieux, il me semble qu'il est vers début des années 2000, mais remasterisé sur Steam et GOG, et qui, malgré le farm, voilà, parce que ça va être franchement long à certains moments, le temps qu'on s'y habitue, c'est chaud. Mais à part ça, c'est très bien, c'est une valeur sûre. Voilà. Bah écoute, faut que je m'y mette au jeu Neon Falcom. Ah oui, Is Origin franchement, c'est une excellente porte d'entrée vers leur jeu. Et il est sur Switch en plus. Oui, j'ai vu ça, ouais. Bien. Alors, avant-dernier jeu, et il serait temps parce qu'on a dépassé l'heure de podcast, en tout cas de Rush. Ah oui, quand même. Y, du coup. Alors, étrangement, là encore, on ne va pas du tout me voir venir. J'ai choisi. Alors, j'ai pas su les départager, du coup, j'ai pris les deux. Yakuza 0 et Yakuza 5. Quel jeu! Bordel. Enfin, la richesse des deux est extraordinaire. Alors, bon, les deux sont riches, mais de différentes manières. Je vais pas tout détailler parce que ce serait trop long et je commence à avoir la flemme. Mais non, c'est trop bien Yakuza. Les histoires, les personnages, encore une fois, mais qu'est-ce que c'est bien les personnages. Les combats sont super cool, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas toujours très précis, mais ça marche vraiment bien. C'est du beat'em up complètement barré. Les hit action marchent trop bien. Et pourquoi Yakuza 0? Parce que l'origin story est fabuleuse. Vraiment, j'ai pas les mots. Enfin, rien que pour Makoto, c'est un de mes Yakuza préférés. Mais rien que pour ce personnage, hein, ça suffit largement à vendre le jeu. C'est les rebondissements, tout ça, la maestria avec laquelle ils arrivent à faire un préquel, parce que c'est pas chose aisée de faire un préquel, hein, et pourtant ils y arrivent, mais avec un talent monstre. Et pourquoi Yakuza 5? Parce que la générosité du jeu, ça ne s'arrête jamais. Ce jeu, c'est incroyable. T'as jamais une pause. Dans ce jeu, t'as toujours un nouvel élément de gameplay qui se rajoute, ce qui fait que déjà tu joues 5 histoires différentes, avec 5 personnages, que t'incarnes tour à tour, dans
5 villes différentes, enfin presque 4 en fait, avec des activités, des missions qui leur sont propres, des missions secondaires qui leur sont propres, des activités qui leur sont propres. Genre t'as la chasse, t'as la motoneige, t'as les batailles de boules de neige pour un seul personnage déjà, t'as tout ça. T'as la danse, enfin t'as tout le mini-jeu de danse avec Haruka, t'as... Enfin, ça ne s'arrête jamais, c'est extraordinaire Yakuza 5. C'est rien que parce que en plus c'est legit. Hein. T'as les batailles, t'as les courses de taxi avec Kazuma Kiryu qui sont trop bien. C'est vraiment ça part en Initial D. Genre t'as des hit action en taxi et c'est enfin non c'est trop bien Yakuza 5. Voilà donc je peux pas départager les deux parce qu'ils sont très différents et à la fois bah, ils s'inscrivent dans la même licence quoi. Mais quel jeu vraiment, c'est fabuleux, c'est trop bien. Chaque fois que j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux quoi. À moi, donc Y. Alors Y, ça va être assez étonnant, mais c'est la lettre pour laquelle j'ai le plus de mal à choisir parmi plusieurs jeux. C'est-à-dire qu'il y a eu Yooka-Laylee and the Impossible Lair, qui est un excellent Donkey Kong Country-like. Il y a eu Is Origin, qui est encore mon Is préféré à ce jour. Et il y avait Jupitergrad, qui est un platformer à speedrun, mais en VR. Et qui est également très bien, il fait très Indiana Jones, le truc avec le grappin et tout. Mais du coup, j'ai choisi Inglet. Inglet qui est un platformer, point d'interrogation, je sais pas. En gros, la particularité qu'a ce jeu, c'est... Putain, comment je vais expliquer ça En gros, imagine, tu vois le gameplay sous l'eau dans Rayman Legends. Et bah, imagine que t'as plein de espèces de carrés d'eau un peu partout et que Ouais. tu sautes de l'un à l'autre. Voilà, et tout Inglet va se reposer là-dessus. Avec un dash quand on sort de l'eau, bah, je vais dire de l'eau. Hein. Quand je sors... Un peu comme la gélatine dans Céleste. Euh... Non, 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 pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non. Parce que tu peux... Si je dis l'eau, c'est justement parce que tu peux te déplacer dedans, en fait. Ouais, ok. Et que c'est que quand tu sors que là, tu vas avoir une physique de platformer normale pour passer à l'autre. Et du coup, dans les sauts, tu vas pouvoir dasher pour rebondir contre certaines plateformes ou des trucs comme ça. Et ça fait, je pense, mon platformer préféré de l'année pour l'instant. Parce qu'il est sorti... Oui, bah oui, il avait été annoncé pendant la merveilleuse conférence indie de l'E3 qu'on a eue. C'est cette conférence qui a duré 6 heures. Ouais, je vois très bien. Oui, Qu'on avait envie de crever à la fin. oui. Oui. Mais ce qui est génial dans Inglet, c'est aussi qu'il est très, 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 très rejouable. C'est-à-dire que le jeu dure quoi, même pas 1 heure. Il est très, très court. Mais déjà, il a plusieurs difficultés, dont certaines que tu peux débloquer en ayant fini le jeu. Notamment la plus dure qui, là pour le coup, bon, c'est pas impossible, loin de là, mais il y a quand même un petit challenge assez cool. Il y a un mode négatif qui inverse les niveaux. Donc un peu comme un mode miroir de Mario Kart, mais vraiment tout est inversé. Quand tu veux aller en haut, tu dois aller en bas. Et là, tu prends les 4 difficultés du jeu, tu multiplies par 2 parce que chacune a son mode négatif. Voilà. Ça fait une belle rejouabilité. Ouais. Mais par contre, un truc que j'avais pas trop compris, et là, bah, ça a pas trop grand chose à voir, mais j'avais vu une vidéo de Doc Gero qui en parle et qui le compare à Sonic. Mais je suis pas vraiment d'accord, genre. Je trouve pas l'argument. Si, il y a la rejouabilité, mais ça a rien à voir avec de la vitesse, Inglet. En fait, t'as pas le. Tu rejoues pas pour faire un niveau de façon excellente. Mais par contre, ok, pour la boucle de gameplay satisfaisante, quand t'arrives à placer un truc, d'accord. Mais non, je suis pas d'accord forcément avec la comparaison de Sonic, qui a peut-être vendu le jeu à certaines personnes. Mais voilà, mais sinon après j'adore Doc Gero. Hein. Je préfère préciser avant de faire un drama ou quoi. Mais ouais, du coup, Inglet, très bon platformer. Hein. Très très bon. Platformer, point d'interrogation, encore une fois. Et bien, sur ce dernier, ultime jeu de notre liste, donc des 2 épisodes, ça y est, c'est le 51e et le 52e pour Neo. Ouh. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Ce n'est pas Zone of the Enders, c'est plutôt une série, à savoir une trilogie, Zero Escape. Alors, je n'ai pas fait le 3, je n'ai pas fini le 2, j'ai fini quelques fins du 2 mais je les ai pas toutes faites. Mais par contre, j'ai bien bourré le 1, ça je peux, oui. Et c'est trop bien.
Enfin, quand j'ai découvert ça, je me mettais au visual novel, ce qui fait que j'ai fait une vidéo. Bon, je suis plus trop d'accord avec ce que je disais dessus parce que je disais que c'était un de mes jeux, enfin, une des meilleures histoires que j'ai jamais lues de toute ma vie. Je pense que ça irait un peu moins dans ce sens-là maintenant, mais c'est trop bien écrit quand même. C'est génial, Zero Escape. C'est un mélange de visual novel et d'escape game. T'as une salle, t'es enfermé dans une pièce, et tu dois trouver, c'est du point and click, hein, mais tu dois t'enfuir de la pièce en résolvant des énigmes. Et à chaque fois, les énigmes sont super bien trouvées, ce qui fait qu'elles sont en général pas trop difficiles, mais c'est toujours, c'est jamais trop facile non plus. Donc ça marche bien, et surtout que t'apprends toujours plein de trucs, en fait. Plein de trucs qui vont te servir dans le scénario plus tard. Par exemple, t'as l'expérience avec les gens qui voyaient un chien sur l'image ou pas, et ensuite l'image était diffusée à la télé, puis on refaisait l'expérience et il y avait plus de gens qui voyaient le chien dans l'image. Bon, voilà, ce genre de trucs. T'as aussi le truc avec les rats qui étaient conditionnés, tout ça. Donc des vraies expériences hein, qui vont être utilisées dans le scénario, mais un scénario qui part complètement en sucette, mais dans le bon sens du terme. Euh, et c'est trop bien Zero Escape. Vraiment, la fin de Zero Escape, elle te retourne le cerveau, mais méchamment. Hein. Enfin, du premier Zero Escape, du coup, 9 Hours, 9 Person, 9 Doors. Parce que Virtue's Last Reward et Zero Time Dilemma, je ne les ai pas encore fait. Mais ça ne saurait tarder parce que je les ai de toute façon. Et j'ai envie de les faire. Voilà, voilà. Et je ferai aussi les Danganronpa parce que j'ai pas fini le 1. Voilà. Et du coup, mon Z, pour finir. Alors, ça a été compliqué de choisir. J'aurais pu prendre Zwei 2, mais encore une fois, j'en ai parlé de mon côté. J'aurais pu prendre Zen Pinball, mais j'ai aucun souvenir de ce jeu. Mais du coup, j'ai pris. Bon, là aussi, j'ai un peu triché. Un jeu que j'ai eu gratuitement dès que j'ai eu ma 3DS quand j'étais gosse. Et c'est Zelda Force World, qui avait été offert à tout le monde. Euh, mais un Zelda Force World, à ce que j'ai compris, modifié, parce que je pouvais déjà y jouer en solo. Et passer d'un Link à l'autre en appuyant sur une gâchette, il me semble. Et il me semble qu'on peut pas le faire ça sur la version GBA de base. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est lui mon Zelda de l'enfance. Parce que même si j'ai joué à d'autres avant, j'y avais pas autant joué. Et ouais, on a tous notre Zelda de l'enfance. Et surtout que celui-là, il fait parfois hommage à certains Zelda. Genre t'as un niveau qui est en noir et blanc. Genre c'est du Link's Awakening parce que t'as un champ ou un truc comme ça. Mais moi j'avais eu la ref à l'époque. Et c'est... La structure du jeu aussi, je l'avais beaucoup aimé parce que en gros t'as une grande carte ouais, une carte de sélection de niveau en fait, où t'as plein d'endroits, genre une cave de glace, une zone volcanique, une forêt, un truc comme ça. C'est assez court, je crois que t'as que 5 6 à la limite 7 niveaux, grand max, je dirais, de mémoire. Et voilà, ouais, j'ai passé énormément de temps, même si j'étais nul, parce que je mourais en boucle et je savais pas quoi faire. Mais j'adorais Force Wars. Et faudra que je le refasse un de ces quatre. Faut que je trouve comment le télécharger par contre, ça va être chaud. Ok, et écoute, si c'est là-dessus que tu Et t'achèves, ouais. et Et voilà, c'est incroyable, fini. c'est terminé. Alors, Oh là là. restez quand même, la mission n'est pas Ouais, terminée. on n'a pas fini Attendez, encore. oh. J'ai du lourd en plus. Moi aussi, alors là, Ah, voilà. Bah, je te laisse commencer de toute façon. ouais, Donc, du coup c'est moi qui fais la transition. allez. Ok. Alors, je parlais de Zero Escape, ça tombe bien parce que pour m'entendre écouter parler, vous n'avez aucune échappatoire. Et du coup, c'est quoi de... Tu vas parler de quoi du coup? Alors, pas une recommandation à proprement parler, c'est surtout une invitation à surveiller un album qui va sortir dans très peu de temps. Ah, Néo, tu me vois ok. venir à 3 Ok, km. c'est bon. C'est bon, je l'aimais. Donc enfin, dans cette émission, pour la première fois, et certainement pas la dernière, je vous parle d'Alexander Winter, aka Savant. Ah alors, qui est Savant? C'est un compositeur norvégien de musique électronique en tout genre, et quand je dis en tout genre, c'est genre en tout genre. Je sais pas, dubstep, metal, jazz, prog, hip-hop, drum and bass, ambiante. Je sais pas, enfin, je sais pas si t'as d'autres exemples. Euh, Euh, oui, tout. OST ouais, de oui. jeu.
Vous pouvez être à peu près certain de trouver votre bonheur dans les plus de 10 000 morceaux qu'il a produits. Il s'agit juste de trouver la porte d'entrée qui vous correspond. Alors pourquoi je vous parle de Savant aujourd'hui? Parce qu'il est plutôt d'actualité dans la mesure où il est sur le point de sortir un tout nouvel album, comme dit il y a quelques dizaines de secondes. Il nous tease depuis maintenant plusieurs semaines sur Twitter. On sait déjà que ce sera un album drum and bass bien loin de ce qu'il a l'habitude de faire. En même temps, il a l'habitude de faire des trucs différents à chaque fois, et qui durera 2 heures pour 25 pistes. Aussi, il sera publié sous son nom Savant, parce qu'il a bien plus de 10 alias différents, hein, notamment Protoss, Megatron, Winter in Hollywood, Winter in Vegas, Vega in Winter, Gunslinger Jones, Blanco, etc. Et au moment où sort ce podcast, on aura peut-être même droit à un teaser sur lequel mon moi du futur se sera précipité à la première seconde. Donc voilà, attendez cet album, aimez Savant, vous ne vous en porterez que mieux. Voilà. Et en plus, il va faire un jeu Oui, il fait un jeu qui qui s'appelle approche aussi. Clowns Out. Il me semble, ouais. Il me semble que c'est Clowns Out. C'est ça. Parce qu'il est aussi développeur, oui. Voilà, et après, il va sortir un album mélodique aussi pour Savant. Oui. Et il va bosser, enfin il rebosse avec D-Pad Studio, donc ceux qu'on fait All Boy et ceux qu'on fait Savant Ascent. Cette fois, il compose une vraie OST de jeu pour un jeu D-Pad. Et c'est trop bien. J'ai très très hâte de voir ça aussi. Voilà. Et écoutez Heartbreakers et Zion, parce que ce sont deux musiques assez incroyables. Tout à fait. Je Voilà. plus sois. Voilà, et ben, à toi de faire la transition. Et donc, à moi, voilà, on parlait de Heartbreakers, justement. Putain, j'ai pas fait exprès, je suis trop fier. On parlait de Heartbreakers, et on va parler de quelqu'un qui brise des cœurs, parce qu'on va parler de Scott Pilgrim. Oh, ok, pas mal. Oh, je l'ai même improvisé. Oh là là. Oh, je suis fier. Mais, Ouais, enfin doucement quand du même. coup, mais du coup, on va parler de Scott Pilgrim, mais de tout Scott Pilgrim. C'est-à-dire pas juste du film. Je vais vous parler un peu les trois supports de toute l'expérience, en gros. Bon, je vais commencer par la BD parce que c'est le support original et aussi parce que j'ai lu que le premier tiers du truc. C'est-à-dire qu'il y a trois gros albums qui rassemblent toute l'histoire et j'ai lu que le premier. Et ce qui m'a étonné par rapport au film que j'ai vu, lui, des dizaines et des dizaines de fois, c'est qu'il a un côté très mélancolique. Et, euh, et Scott est beaucoup plus approfondi dans ses relations passées. Et ça rend pour moi, genre, le film même tout meilleur. Parce que tu te mets à avoir beaucoup d'empathie pour des personnages que t'en avais pas grand chose à faire auparavant. Même les ex de Ramona, des fois, tu te sens mal pour eux. Et c'est super intéressant. Voilà, la BD Scott Pilgrim, pour l'instant là où j'en suis, je crois ça s'arrête au troisième ou au quatrième ex maléfique. C'est très bien. D'accord. Voilà. Le film, quant à lui, bah c'est trop bien. Voilà, foncez voir le film. Bah, Les Edgar blagues Wright, sont, hein. bah justement, j'allais y venir parce que les blagues sont tellement bien rythmées que quand tu compares une blague du film et la même blague dans la BD, ça marche 10 fois mieux dans le film. Ça aussi, l'esthétique du film que j'adore. Genre, que ce soit dans ses transitions, ses effets spéciaux. J'ai pas vu un deuxième film qui a une esthétique comme ça. Enfin, je sais pas si t'en as des exemples, parce que je regarde pas énormément de films de base. Comme ça, j'en ai pas, mais je pense que ça existe quand même. Mais enfin, en tout cas, c'est pas la majorité des trucs qui existent, hein, c'est clairement. Ah oh, bah ça c'est sûr. Et aussi, un truc que j'adore dans le film, ce qui fait que, genre, je l'ai autant vu, c'est que tu peux le mater autant de fois que tu veux, t'auras toujours un nouveau détail Ouais, qui ça va, qui t'aurait échappé, genre les t-shirts, numérotés, genre Ouais. Scott qui a le t-shirt 0 parce que bah c'est pas l'ex de Ramona. T'as même la présence des numéros dans tout le film, un peu partout, des détails visuels, des trucs comme ça, des références qui t'auraient échappé. Il y a énormément de choses, c'est un film très très riche, que c'est même je pense le seul film que j'ai voulu acheter en DVD parce que j'en avais trop marre de qui jongle sur les plateformes, genre il était sur Prime Video, puis il est allé sur Netflix, il est reparti de Netflix, on sait jamais où il est. Donc, je l'ai acheté DVD. J'en avais marre. Mais à voir s'il a une version Blu-ray que je l'achète et que j'achète en lecteur Blu-ray maintenant que j'ai une télé bien. Et du coup, Scott Pilgrim, c'est aussi un jeu
qui a disparu et qui est revenu en début d'année, là, en tout début d'année, qui est revenu avec un DRM, mais bon, ça, Ubisoft qui fait des conneries, j'ai l'habitude. Le pire, c'est qu'il est même pas sur GOG alors qu'il a disparu, justement, il avait fait le débat parce qu'il disparaissait et qu'il était numérique seulement. C'est vraiment débile de pas avoir mis d'avoir mis un DRM, justement. Mais du coup, c'est un beat 'em up qui est assez lent au départ. Franchement, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'on pouvait avoir des améliorations dans un certain magasin et ça a vraiment changé la game. Mais voilà, c'est un jeu très fun. Faut aimer quand même le genre. Je sais que j'ai eu du mal parce que c'est pas mon genre préféré, mais c'est bon, au bout de 2-3 runs, là je me suis mis à apprécier. C'est un jeu qui aime le jeu vidéo, où t'as des cheat codes qui font n'importe quoi, genre tu vas aller dans la rue, tu vas faire un cheat code, tu vas crever, mais t'auras ramassé 3 vies derrière. C'est un jeu qui n'a pas grand chose à faire, que tu triches ou pas, il s'en fout, il veut que tu t'amuses. Et tout ça est rythmé par une OST qui est... Déjà, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai adoré, mais plus je l'écoute, plus je la trouve incroyable. C'est ce mélange entre rock et musique typique 16 bits des jeux vidéo. C'est une OST vraiment excellente. Les graphismes aussi sont géniaux, très proches de la BD, mais quand même en pixel art. Voilà, c'est un jeu que je vous recommande. Je vous recommande tout Scott Pilgrim de toute façon. C'est un univers que j'aime de plus en plus au fil des années, alors que je l'adorais déjà de base. J'adore Scott Pilgrim. Voilà. Ouais, c'est super chouette. Enfin, sachant que j'ai vu que le film, hein, perso. Ah ouais, la BD, franchement, je te la recommande. Plus que le jeu, je pense. Si tu en as fini, on peut conclure. Et ben voilà, c'est terminé. Ça fait 1h26. Hein. Aïe. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce 4e épisode de Kune. Si vous savez comment s'appellent les murs qui séparent les bureaux dans Psychonauts, n'hésitez pas à nous le dire. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter @KunePodcast ou sur les différentes plateformes telles que @KunePodcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addict ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Neotail et la critique pour Kune. Salut. Salut.